Bonjour, Bonjour. Mince. ça va? C'est bien et vous? Bien? Enchanté? Enchantée. Alors, je ferme juste ça. Je vais fermer ça. Alors, bah écoute, j'aimerais que avant de commencer le cours, que tu me présentes un peu ce que tu fais, ce que tu veux faire et en quelle classe tu es, est-ce que tu es en techno en général. Comme ça, après, on va commencer une petite intro. D'accord. Alors, donc je m'appelle Jenna. Je suis en terminale générale. Et D'accord, donc voilà, comme spécialité, je sais pas si, enfin, j'ai SES et mathématiques. d'accord, Et je suis pas encore sûre totalement de ce que je voudrais faire l'année prochaine, mais d'accord. Tu attends les notes du bac pour pouvoir te décider, c'est ça? oui, oui, non, mais j'ai postulé en fait. En fait, oui, Ah, je dirais que d'accord. j'ai Un principalement Parcoursup, c'est ça? postulé. Oui, c'est ça. En école de commerce. Ok, Et voilà. Et quelques universités aussi, parce que. ok, ok. Pour l'instant, c'est surtout le trajet universitaire et scolaire après qui te préoccupe plutôt que que le métier en lui-même. En fait, tu sais que c'est dans le milieu du commerce, mais tu sais pas encore exactement ce que tu vas faire exactement dans le commerce, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais pas, en fait, parce que je sais qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à ce. Enfin, ce genre de métier. Donc, voilà. D'accord. Ok. Bon. Du coup, alors on va juste récapituler ensemble le nombre de cours. Si je me souviens bien, on en a un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cours, c'est ça, avec celui d'aujourd'hui. C'est ça. Oui, oui, 12 heures. Ok. 22, le 29, le 29, le 31, le 4, le 6 et le 9. Ok, le 9, c'est juste avant le bac, parce que le bac commence le 13, il me semble. Non, Et j'habite à l'étranger. C'est le ah, t'es à 10. l'étranger. C'est le 10 pour toi? Oui, Ah oui, c'est beaucoup plus tôt. oui, oui, c'est D'accord. plutôt. Parce que en France, c'est le 16, il me semble, le bac de philo. Et le bac commence le 13. Mais du coup, vous aurez pas les mêmes sujets que, Ah non. en métropole. Oui, non, non, pas du tout. Généralement, en métropole, on a un certain type de sujets. Et dans les autres zones, que ce soit en dom-tom ou dans d'autres pays, on a des sujets différents. Ah, ouais. Ouais, c'est pas les mêmes sujets, ça, c'est sûr, en tout cas. Mais même le genre de sujet, c'est pas les Ouais. mêmes choses? Enfin, c'est le même schéma. Tu auras deux dissertations et et un commentaire de texte, Oui, oui, mais c'est pas, ce sera pas le même, ce sera pas le même sujet en fait. Voilà. oui, oui, ok. Ouais. Oui, parce que sinon, il y a un risque. Bah, de toute façon, sinon les élèves ils se transmettraient l'information. Ah oui, oui, clairement, oui. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé une fois au lycée. Il y avait eu un prof qui s'en fait exprès avait ouvert la poche avant le jour du bac et du coup on a dû changer le sujet dans la dernière minute. Wow, ok, Donc c'est ouais. très restrictif là-dessus. Enfin bon. Alors le bac de philo. Est-ce que tu, euh, tu as des cours de philo? Tu es en école française, c'est ça? Oui, oui, je suis en école française, D'accord, oui, ok. système français. Donc tu as, ok. D'accord, donc tu as philosophie, tu as eu philosophie tout au long de l'année. Oui. Et est-ce que ça va au niveau je veux dire, des cours de manière générale? Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu d'abord la méthodologie de dissertation et de commentaires de texte brièvement, et ensuite on passera à des sujets? Par rapport à la philo cette année, c'est un nouveau prof qui est arrivé. Et Hmm. faut je peux vous mentir, enfin, tout au long de l'année, par exemple, on n'a pas fait de devoirs sur table. On a que, Ah, imaginez bien que ça a que été des devoirs maison et que, en fait, personne ne travaille finalement à la maison avec les outils qui sont à notre disposition. Et ouais, donc, ouais. euh, sincèrement, notre prof a beaucoup plus, enfin, mis en avant la dissertation que le commentaire.
D'accord? Moi, j'aimerais bien aussi savoir comment faire un commentaire en fonction du sujet que j'aurai Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et bah non, c'est ça, voilà, ça pas. Enfin, même par rapport aux notions en dissertation, je sais Mhm. pas comment ça fonctionne en fait en France, mais par exemple, nous ici, enfin c'est que notre professeur qui fait ça, c'est qu'en fait il fait par notion. Alors que moi, je Oui. sais que c'est par notion parce que Alors, ça dépend. Moi, je fonctionne aussi par notion, mais il faut créer des ponts entre les notions. Par exemple, quand moi je parle de la science, à un moment donné, je vais parler de la vérité dans le cours. Donc, il faut faire des ponts entre chaque notion. Il y a d'autres professeurs, même beaucoup de professeurs aujourd'hui, qui font par problème, c'est-à-dire qu'ils vont réunir plusieurs notions autour d'un problème. C'est une autre façon de faire. Mais de toute façon, tout dépend de la pédagogie, au fond, de la transmission de savoir du professeur. De toute façon, ce qui importe le plus en terminale, c'est surtout réussir à poser un problème face à un sujet de dissertation ou de commentaire de texte. C'est ça qui est le plus important, c'est comprendre la problématique, c'est élaborer une problématique. Beaucoup de choses en terminale tournent autour de la problématique. Parce que derrière la problématique, c'est l'esprit critique, en fait. En vous entraînant à la problématique, on vous entraîne aussi à l'esprit critique, c'est ça. d'accord. Et bah du coup, voilà, moi j'ai fait que des dissertations. Certains de mes D'accord? camarades ont certes fait des commentaires, mais Oui. enfin, moi je n'ai que fait, j'ai jamais fait de commentaires ou d'explications de texte en tout cas. Et je pense que et je connais fin, je connais du coup la méthodologie de la dissertation. Et celle du commentaire, non. Enfin, rapidement, mais Oui, oui. pas comme celle, enfin, pas comme celle Tu de l'as la pas dissertation. vraiment mise en pratique, en fait, c'est ça. Non, pas du tout. Et vous avez eu un bac blanc ou pas? Oui, on a eu un bac blanc. D'accord. Et mais du coup, tu avais eu un texte au bac blanc, mais sans vraiment un entraînement avec le prof sur le texte. Ah bah non. Enfin, en fait, lui nous a rendu un exemple rédigé de commentaires de texte Mhm. et on a fait quoi? Un cours Mhm, sur les d'accord. commentaires de texte, c'est tout, même pas. Et on l'a même pas fait, en fait, on l'a même pas rédigé. On a vraiment fait que, on va dire, Vous l'avez commenté, quoi. Vous l'avez commenté ensemble, c'est tout. oui, mais rapidement, et c'est vraiment pas, non, ça n'a vraiment pas D'accord. été abouti. Et par contre, enfin, lui nous dit enfin, le professeur nous dit que l'introduction, enfin, la trois quarts du temps, quand il corrige des copies, il dit que la note qu'il met à la fin de l'introduction, c'est la note finale. Enfin, la note après avoir lu tout. C'est la même note qu'après qu'il ait fini de lire toute la copie. Alors, il y a quelque chose comme ça, dans le genre, dans le sens où quand on corrige une introduction, parce que l'introduction, au fond, euh, c'est ce qui prépare le plan. Et Mm. là, le correcteur, il a déjà un premier aperçu, une première impression avec l'introduction de ce qui va se dérouler dans le plan et dans la conclusion. Mais c'est pas quelque chose de sûr à 100%. Et le correcteur, quand il corrige la copie, il sait déjà à peu près à la fin de l'introduction quelle note il va avoir. Mais il y a toujours des surprises. Moi, ça m'est arrivé, moi, par le passé, en- en- quand j'étais en fac de philo, j'avais fait une mauvaise introduction, mais par contre, et le grand 1 n'était pas très bon, mais par contre, le grand 2, le grand 3 et la conclusion étaient parfaites. Donc, j'avais eu une note, on va dire, autour de la moyenne à ce moment-là, parce que j'avais pas trop révisé, mais comme quoi, il peut aussi arriver parfois que euh, se focaliser sur l'introduction, ça peut être trompeur. Mais d'une manière générale, la plupart des professeurs, ils savent à peu près, juste en regardant l'introduction, quelle note ils vont mettre, parce que dans l'introduction, euh, c'est là où tu présentes ta problématique. C'est là où tu présentes en fait le cœur même de ton devoir. C'est la problématique, le cœur même du devoir. Et c'est là qu'on peut voir si tu vas dans le hors-sujet, si tu parles de, si tu fais un peu de la paraphrase, c'est-à-dire que tu vas répéter un peu le sujet de dissertation, mais de façon différente, c'est-à-dire que tu vas utiliser le sujet de dissertation et tu vas juste changer quelques mots. C'est pas vraiment une problématique. Et ensuite, le plan, ça va être un plan un peu bateau, l'annonce du plan. Donc, du coup, là, on peut se dire que bon, ça risque de pas être terrible par la suite. C'est pour ça que il disait ce genre de choses, en fait. D'accord, ok. Mais, mais bon, un correcteur, normalement, il corrige tout jusqu'à la fin. Donc, Oui, oui. voilà. Ok.
Euh, ben, pour le commentaire de texte, la méthodologie va ressembler un peu à la dissertation, mais il va y avoir quand même des différences, puisque là, on a affaire à un texte, c'est pas une dissertation. Mais bon, ça, on va le voir après. Du coup, et ton professeur, il a abordé toutes les notions ou quelques notions vous avez encore du retard? Tu as cours là pour l'instant. Ça se finit bientôt, non? Ou c'est Non, déjà j'ai fini? terminé les cours. Ah, tu as déjà terminé, d'accord. Ouais. Et Enfin, est-ce qu'il y a des notions que tu n'as pas abordées ou que tu n'as pas eu le temps d'aborder non, je pense qu'on a ou, terminé tout le programme. On a fini avec avec la tout le pro- restitution et normalement, on a fait toutes les notions. Ok, ça marche. Moi, je pense qu'on a tout fait. Euh, écoute, on peut travailler sur des textes et sur des sujets de dissertation. Après, de toute façon, le jour du bac, quand on se retrouve aux trois sujets, il faut prendre environ 5 à 10 minutes, pas plus, pour choisir son sujet. Uniquement pour choisir, pour bien prendre celui avec lequel on se sent le plus à l'aise. Parce qu'une fois qu'on a commencé le sujet, là, c'est trop tard. Il ne faut pas revenir dessus. Parce que là, c'est une perte de temps considérable. Et si au bout d'une demi-heure, tu sens que ce n'était pas le bon sujet, ben, il faut continuer. Il ne faut pas revenir en arrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de temps pour décider du sujet. Et le problème ce que je disais la dernière fois sur le WhatsApp, c'est que le texte, ça peut être un peu traître parce qu'on se dit, il y a le contenu qui est là, il suffit juste de réfléchir un peu dessus et c'est bon. Et c'est là où apparaissent les paraphrases, notamment. C'est-à-dire qu'on va réciter le texte, en fait, mais d'une autre manière. Oui, ok. Hum, du coup, est-ce que tu veux qu'on aborde brièvement la méthodologie et après on attaque des exercices? Oui, s'il vous plaît. Alors, je regarde. Alors, il y a les critères d'évaluation que ça, que je donnais à mes élèves. C'est important de savoir, de se mettre à la place du correcteur et de savoir ce qu'il attend de nous. Mais là, brièvement, c'est tout simplement, moi j'ai mis ça en 5 points, c'est tout simplement réussir à saisir les enjeux philosophiques, c'est-à-dire quelle est la pertinence, la réflexion, l'esprit critique est derrière ça, la qualité de l'argumentation. C'est pas, par exemple, pour un texte, simplement ne pas paraphraser un texte, mais aussi essayer d'apporter un raisonnement solide. Et bien entendu, quelque chose qui est proprement la philosophique, c'est la culture philosophique. Quand on fait un devoir de philo, c'est important d'avoir des références philosophiques. On n'est pas obligé de mettre des références philosophiques à toutes les paragraphes. On peut, par exemple, prendre des références d'ailleurs, de l'histoire, de la littérature et tout ça, mais il faut que ce soit quand même quelque chose de sérieux. Et ensuite, bon, bah, les deux derniers points, c'est plus d'une manière générale, c'est l'organisation du devoir, c'est-à-dire une introduction, un développement, une conclusion, et la clarté du devoir, ne pas faire de fautes d'orthographe, des phrases mal dites, des ratures, du blanco, etc. Parce que ça, j'en ai vu beaucoup des problèmes liés à la clarté du devoir. Ça y joue quand même un peu. Il faut faire attention à ça. J'ai même eu des élèves qui me faisaient des dessins sur le but du devoir. Est-ce que, il vous a parlé un peu de l'organisation du temps pour le sujet de dissertation et le commentaire de texte? Est-ce qu'il vous a dit un peu Oui, oui, euh, combien de temps il fallait mettre pour telle et telle partie, à peu près? oui. Oui, Nous, oui, il nous a dit d'abord qu'il fallait prendre, pas par exemple. Non, il nous a dit quoi? Non. Ok. Il nous a dit qu'il fallait prendre 15 15 minutes, 15 bonnes minutes pour choisir le sujet, bien lire le texte pour voir que ça se trouve qui sera simple. Voilà. oui, Ensuite, on prend une heure, mais une bonne heure pour l'introduction. oui, Euh, Parce qu'il a dit que voilà, quand l'introduction était claire, du coup le plan l'était et oui, que oui, c'était simple. Ensuite, oui. et après, non, attendez. Ouais, 1h30, hein, vraiment, pour l'introduction. Et après, il nous a dit que vous deviez rédiger. Enfin, mettre au brouillon 30 minutes, prendre sur le brouillon 30 minutes et après rédiger. 2 heures, pendant 2 heures. Ouais, alors moi, mon temps, c'est
à peu près bon, 10 minutes pour choisir le sujet. Bon, ça correspond à peu près à ça. Ensuite, moi, je dirais pour l'introduction et le brouillon, parce que d'abord, on passe par le brouillon, en fait. L'introduction, on n'attaque pas tout de suite l'introduction, bon, ça tu sais, mais c'est le brouillon, tout passe par le brouillon d'abord. Dans le brouillon, on va définir les termes de sujet, on va pas tout de suite donner des références, mais on va essayer d'abord de comprendre le sujet, essayer d'élaborer une problématique et ensuite les références qu'on va mettre sur le devoir. Et au brouillon, on peut aussi rédiger l'introduction et la conclusion. Moi, pour moi, je pense 1 heure et demie, non, 1 heure et quart. 1 heure et quart, c'est suffisant. 1 heure et demie, pourquoi pas. Mais il faut savoir que le plan, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est lourd mentalement. Parce que là, ça fait déjà, si on dit 1 heure et demie, ça veut dire qu'il nous reste 2 heures et demie pour faire les trois parties et la conclusion. Et souvent, moi, ce que je regarde dans les copies du bac blanc, c'est que les élèves, ils font une introduction qui fait 2 pages. Le développement, il fait 4 pages et la conclusion, elle fait un quart de page. Donc, c'est totalement disproportionné entre l'introduction et la conclusion, alors qu'il faudrait que l'introduction, elle ne soit pas tellement plus grande que la conclusion. Normalement, l'introduction, elle doit faire 1 page, oui, 1 page, peut-être, il y a un quart, mais c'est tout. Il ne faut pas trop s'étaler sur l'introduction parce que le danger, c'est qu'on va parler de choses dans l'introduction qu'on devrait normalement en parler dans le développement. On commence déjà à faire le développement dans l'introduction et ça, c'est pas bon. Parce qu'ensuite, on va se répéter et on va répéter un peu tout ce qu'on a dit en introduction. L'introduction, elle est vraiment là pour annoncer en fait ce qu'on va faire dans le développement. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'étaler dessus. Euh, et ensuite, oui, après 2 heures pour euh, le développement et 1 demi-heure à la fin, ouais, 1 demi-heure pour la conclusion et relire. 10 minutes aussi pour relire, ça c'est bien, ça. C'est important. Les fautes d'orthographe et les phrases mal dites. Moi, par le passé, j'ai enlevé des fautes. J'ai dû enlever peut-être 2 points à une élève qui m'avait fait un bon devoir, mais c'était bourré de fautes. Vraiment, des fautes même de grammaire. Et elle avait eu Ok. 13 alors qu'elle aurait pu avoir 15, quoi. Et des Mm. citations, tout était assez bien structuré, tout ça. C'est dommage, quoi. Mm. Et en fait, il vous dit 1 heure et demie parce que tout ce qui se passe au brouillon, c'est le plus important. Le brouillon, c'est vraiment la phase la plus importante du devoir. Parce que c'est là que tu vas analyser le sujet, c'est là que tu vas te poser des questions, c'est là que tu vas décortiquer le sujet de dissertation, le commentaire de texte. C'est vraiment la phase la plus importante. Juste simplement quelques points au brouillon. Moi, j'avais noté donc analyser le sujet choisi et construire un plan. Ça, d'accord? Et ce qu'il ne faut pas faire au brouillon. Alors moi, j'avais pour chaque étape ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais bon, ça, je vais pas trop insister là-dessus, mais uniquement sur le brouillon. Donc, ne pas revenir sur un autre sujet. Quand tu as entamé le brouillon, bah, tu restes sur ton sujet. Ça peut paraître évident, mais en fait, si tu passes à un autre sujet, donc moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, tu perds un temps quand même précieux. Et il faut Mm. savoir que s'il y a quelque chose qui te fait peur dans le sujet que tu as choisi, si au bout d'un certain temps, tu t'estimes que c'est compliqué et tout ça, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce que là, il faudrait se demander pourquoi c'est compliqué. C'est que là, tu es face à un obstacle et que tu as identifié un obstacle. Et à ce moment-là, il faut réfléchir sur cet obstacle et continuer. Parce que souvent, ce qui nous paraît simple, ça peut être un piège. Il faut nous induire en paraphrase ou alors en hors sujet, tout simplement.
Et bien entendu, il faut construire un plan au brouillon. Mais ça, bon, ça tu le sais. Ah, donc dans les 1h15, faut construire un plan? Dans le brouillon, tu fais un plan, les titres, c'est ça que je veux dire. Tu vois, le titre du grand 1, le grand A. Mais par contre, tu vas pas les mettre, les titres, sur la copie, hein. Ça, tu le sais, hein. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, ça je sais. C'est juste parce qu'en fait, Mm. dans les 1h15, vous preniez en compte le fait d'écrire clairement notre plan, mais notre prof nous disait vraiment que c'était 1h15 que pour l'intro. Ah oui, Et- ah ouais, enfin, 1h15, 1h30 pour l'intro et le brouillon. Ah oui, Parce ok. qu'après, ça prend. Parce que si tu prends 1h30, une heure, attends, il a dit quoi? 1 heure pour l'intro 1h, 1h15 l'intro, ouais. et une Et demi-heure, après, ouais, parce qu'on est presque déjà du 2 heures pour le brouillon et l'intro. Parce qu'après, il te reste 2 heures pour faire le développement et l'introduction et relire. Ça fait que il te reste environ, allez, 1 heure et demie pour le développement. 1 heure et demie, c'est trop court pour le développement. ok. Ouais, il faut, à la limite, 1 heure et demie pour le brouillon et l'introduction. D'accord. Mais moi, je ne conseille pas plus, quoi, parce que moi, je vois trop de problèmes, en fait, liés au manque de temps dans les copies. Moi, je vois beaucoup de copies bâclées, en fait. C'est ça, mon problème. C'est que je perçois, hein. J'ai même vu des élèves qui bâclent le grand 3 alors que le grand 3 c'est la partie la plus importante, en fait, dans le développement. Mm. C'est la partie la plus. En fait, de toute façon, en philo, tout ce qui est le plus compliqué, c'est le plus important. C'est aussi simple que ça. La problématique, c'est compliqué, c'est important. Le grand 3 c'est compliqué, c'est important. Ouais, Parce que le grand 3 c'est l'aboutissement de la réflexion, en fait. Nous, on a l'impression que le grand 1 voilà, c'est la phase la plus importante, alors que pas du tout. Le grand 1 c'est une thèse, et le grand 2 c'est une autre thèse qui vient en contradiction du grand 1. Et ensuite, le grand 3 tout simplement, il vient faire la synthèse de ces deux thèses. Mais synthèse ici, c'est quelles sont les conséquences de ce débat entre le grand 1 et le grand 2. Qu'est-ce que je peux Mm. en dire de ce débat? Et c'est là, c'est Ok. vraiment la réflexion, notre réflexion profonde sur ce débat. C'est pour ça que là, le grand 3 est le plus important. Et moi, je vois beaucoup d'élèves qui ne le font même pas parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est après avoir. Après, c'est aussi une question d'entraînement et d'entraînement personnel. Il y a des élèves qui savent très bien gérer pendant 2 heures. Ils font l'introduction et le brouillon, et après, en 1 heure et demie, ils font le développement et c'est fini, quoi. Et après, Mm. tout est une question aussi de s'approprier cette méthode à son expérience personnelle. Ok. Ok. Et puis, bon, pour ceux qui ont un quart de temps, là, la question, bon, elle se pose, enfin, se pose pas si oui et non, parce que là, ils ont plus de temps. Donc là, pour les gens qui ont un quart de temps, ils peuvent passer 2 heures sur l'introduction et le brouillon. Oui, facile. Un tiers temps, pas un quart de temps, un tiers temps. Euh, pour le brouillon, tout simplement, ce qu'il faut. Donc là, c'était ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, tout simplement, ouais. Voilà, c'est assez bateau. C'est évaluer le temps qui nous reste. C'est ça. Ne pas trop passer de temps en début du devoir et bâcler la fin. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour du coup, dans l'intro du commentaire, on doit faire quoi? Enfin, en termes Alors, je vais y venir. Alors, du coup, je passe sur la dissertation, sur la méthodologie de dissertation, parce que ça, je pense que tu sais. Ou tu veux que je vienne brièvement, ou ça va? Est-ce que je peux vous dire, vous me dites si c'est ça? Sinon, toi, tu me dis ce que tu mets dans le sujet dissertation, et après, je corrige s'il faut corriger ou pas. Ça te Ok. va? Oui, super. Donc, je vous dis, En introduction d'abord, qu'est-ce que tu mets? en introduction, alors, moi, dans un premier temps, je fais enfin, je fais une amorce, quoi, sur le sujet. Par exemple, j'avais eu le travail, j'avais parlé de l'étymologie du mot travail et Mhm, du fait que, je, sais pas, enfin, je donne un exemple, et voilà, et que j'avais montré du coup que le travail, ça venait du latin tripalium, quelque chose comme ça. mhm, Et voilà. Après, je donne la définition de
expliquer le travail. Mhm. Puis, bah, en fait, je vais poser un problème, mais en fait, en plusieurs lignes, dans le sens où ouais, je vais poser un problème. Je vais prendre le sujet, euh, euh, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais genre le décortiquer, et après présenter la vraie Oui, 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 problématique. oui, oui. Et après la vraie problématique, bah, j'annonce le plan. Ouais, voilà, donc en quatre étapes. Alors pour l'accroche, parler de l'étymologie, ça, c'est plus dans la définition des termes. Donc c'est déjà dans la deuxième phase. Enfin, l'amorce ou l'accroche, moi, je parle plus d'accroche, mais bon, ça revient au même. Parce qu'accrocher, on est là pour accrocher le spectateur, dans le sens où on va présenter le devoir. C'est une première présentation générale du devoir. C'est pour amener donc tout simplement le lecteur au cœur même du sujet. Tout simplement pour lui dire, voilà, on va parler du travail. Ok. Et alors, ouais, eh ben, ça peut être accompagné d'un exemple, hein. On peut donner Ah un là, ouais. exemple, voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Et ensuite, il y a bien entendu la définition des termes, comme tu l'as dit. Une brève explication, parce qu'après, dans le grand 1, c'est dans le grand 1 qu'on va vraiment expliquer et donner une définition plus concrète. Là, c'est vraiment assez bref. Et c'est de cette définition des termes, en essayant de voir quels sont les différents sens qui se rapportent au sujet dissertation, que on va ensuite établir une problématique, rédiger une problématique. Alors, comme tu l'as très bien dit, cette problématique, d'abord, on construit le problème, c'est-à-dire qu'on discute du problème et on annonce la problématique. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu as dit et c'est très bien. Et donc, ici, le but, c'est de dégager ce qui est implicite, ce qui est caché. Et après, bon, bah, l'annonce du plan. Et le plan, comment tu construis le plan ensuite? Moi, je dis simplement que, euh, En, enfin, en combien par en rapport au combien plan, d'étapes? ok. Ah Ouais, oui, ouais. en fait, Juste le schéma. ok, bah, je fais un, grand 2 grand 3 A. Enfin, pour qu'il y ait six sous-parties, quoi. Oui, mais je veux dire, quels sont les termes qui viennent désigner chaque grande partie? Dans un premier temps, Non, euh, comment est construit un plan? Sur quel type? Quel type? Et il obéit à quel type? Et j'ai donné ok, un peu la d'accord. référence tout à l'heure. Ah, oui, mais, c'est ça, vous voulez dire? Oui, mais j'ai un peu donné la réponse tout à l'heure quand j'ai expliqué. Le type, quand on parle de plan, euh, quel est le, il obéit à quel schéma? Il obéit à quel schéma? Donc, comment se présente le plan? Quand on parle du plan, les professeurs, ils donnent quel type de plan, généralement? Les termes, moi je veux les termes qui désignent chaque partie. Une sous-partie, euh, Non, le premier, c'est le grand A, c'est quoi? un Le axe, grand A, le grand A, c'est affirmation. une thèse. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Thèse, Après, antithèse et une synthèse. antithèse, Voilà. et après, à la fin, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ce Au que je fais en fond, plus. la... enfin, on le précise parce qu'après, par la suite, à l'université, c'est différent. Mais en terminale, on adopte ce plan-là parce que c'est le plus simple. Et thèse, donc au fond, l'antithèse, c'est aussi une thèse. C'est aussi une thèse, l'antithèse. C'est tout simplement une thèse qui vient s'opposer à la première thèse. Oui. Il faut voir ça comme un débat, tout simplement. Et comme un débat. Et d'ailleurs, dans un débat sérieux à la télé, souvent les gens ne sont pas totalement en contradiction les uns avec les autres. Ils vont dire oui, d'accord, mais moi je veux plutôt dans ce sens-là plutôt que ça, quoi. Donc on n'est pas dans une opposition totale en fait. Il y a quand même quelque chose qui se suit parce que derrière chaque plan, ça c'est important d'avoir en tête, da- derrière chaque partie, derrière chaque grande sous-partie aussi,
C'est la problématique. Il faut qu'à chaque fois, la problématique, elle émerge de toutes les réflexions qu'il y a dans le développement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction totale entre le A et entre le 1 et le 2, entre ouais, le grand 1 et le grand 2. Et ensuite, la conclusion. Avant la conclusion, qu'est-ce que tu mets entre chaque partie? Transition. Ouais. Alors, transition, c'est ouais, deux phrases, trois, quatre lignes maximum. La conclusion, La conclusion, bah, je réponds à la problématique que j'avais du coup donnée oui, en résumant bah, mes arguments, en résumant mes thèses, antithèses, et en oui, faisant, voilà, en faisant le point entre guillemets, si je peux dire ça. Il faut que ce soit oui, plus une synthèse. Une synthétisé. synthèse, mais un bilan, quoi. Un bilan, cette fois-ci, c'est synthèse, mais en tant que bilan. Alors oui, on répond à la problématique. Alors soit on répond à la problématique d'abord ou après le bilan. Mais voilà, en deux étapes, la conclusion. Moi, quand j'étais au lycée, ça m'est arrivé aussi d'avoir des élèves où on faisait des ouvertures, des élargissements. Ça, il faut le mettre de côté. Ça, il faut pas le faire parce que l'ouverture ou l'élargissement, ça peut nous induire en erreur à parler Mhm. d'autres choses dont on ne devrait pas parler, ou alors on parle de choses qui auraient dû être dans le plan. Et du coup, c'est un aveu de faiblesse. Donc Ouais. ici, c'est tout simplement on répond à la problématique et une synthèse en tant que bilan, cette fois-ci. C'est pas du tout le même type de synthèse que le grand 3. Ok, bah c'est bien. Alors, maintenant, le texte. Alors, si on prend le texte, il faut déjà le lire plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Et comme pour la dissertation, euh, il, comme pour la dissertation, il a été choisi en fonction d'un thème, d'un thème en particulier, avec éventuellement des thèmes secondaires. Parce que dans le sujet de dissertation, je ne sais pas si ton prof il te l'a dit, mais tu as un thème principal et ensuite généralement deux thèmes secondaires. Si tu prends par exemple un sujet de Mhm. dissertation comme suis-je esclave de mon inconscient? Ici, le thème principal, c'est inconscient, mais il y a ensuite deux thèmes, deux notions secondaires, que vont être la conscience, parce que quand on cherche à parler de l'inconscient, bah, obligatoirement, on parle de la conscience, parce que l'inconscient se définit par rapport à la conscience. Et ensuite, le terme esclave vient ici sous-entendre qu'il y a aussi la notion de liberté. Donc ça, c'est les deux thèmes secondaires qu'il y a dans le sujet de dissertation. Ah non, nous, on n'a pas dit ça. Enfin, c'est Non, vous n'avez souvent. pas dit ça? Bah non, parce que les sujets, en tout cas, même qu'on a eu, je trouvais pas, je sais pas, je vais. Par exemple, Il y le a, il y a travail. toujours il y a toujours des thèmes secondaires. Il y a toujours parce que tu as Oui, je le thème récupère. principal et ensuite, parce que c'est souvent des dialogues en fait entre nations, entre notions. Et c'est pour ça que c'est très difficile en fond de vraiment isoler une notion. Mais après, bon, tu peux me donner ton sujet, et on peut réfléchir ensemble si tu veux. Ah oui, oui, j'aimerais bien après. Faut juste que je le retrouve. Mhm. Mais. Ouais. Je le retrouve, c'était sur le travail. Sur le travail. Ah oui, enfin, nous, c'était deux sujets principaux. Bon, on a eu le travail et après. Attendez, faut que je retrouve. Alors, il est là. Non, non, je compte. À un moment, on avait vu Peut-on tout dire?
Peut-on tout dire? Oui. Bah, là, déjà, premier abord, bon, bah, on peut identifier la notion de liberté. Peut-on tout dire? Est-on libre de tout dire? Le langage. Euh, Peut-on tout dire ensuite hum, il y a plusieurs pistes possibles. Chaque sujet, au fond, il peut s'aborder de plusieurs manières. Là, comme première réflexion, oui, on peut partir sur la liberté, mais on peut aussi partir sur la politique, par exemple, sur l'État. Est-ce que l'État doit forcément tout dire à ses citoyens? Mm. Est-ce qu'il ne doit pas cacher une part de sa vérité pour sa sécurité intérieure, ou la sécurité de l'État? On peut, par exemple, aussi, au nom de la justice, par exemple, d'une certaine justice, justice morale face à une justice de droit, on peut ne pas dire certaines choses. Si on prend le cas de la Seconde Guerre mondiale, je cache dans ma cave des juifs, est-ce que je vais le dire à la Gestapo? Oui, non. Ok. Elle est où la justice? Parce qu'il y a une justice de droit, si on prend la notion de justice, c'est une justice de droit qui est celle du gouvernement nazi, et il y a une justice morale qui est celle de l'individu face à l'éthique, donc la morale et l'éthique. Tu vois? Donc là, il y a une opposition entre deux types de justice. Et du coup, ici, est-ce que je vais tout dire? Donc, tu vois, ça dépend. Donc, le sujet peut être abordé de plusieurs façons, mais si on prend par exemple le cas de l'État, bah, du coup, il y a aussi la notion de vérité qui vient s'accompagner à la notion d'État. Parce que je ne vais pas tout dire Ah oui. pour la protection de l'État. Et aussi, euh, dans la justice, ici, si on prend le cas de l'Allemagne nazie, de l'exemple que j'ai donné, mais on peut aussi parler de la liberté de ces juifs, ou tout simplement liée à la vérité aussi, parce qu'on ne doit pas Ok. cacher certaines vérités. Donc il y a des corrélations aussi dans chaque sujet. C'est ça aussi le danger de hors-sujet, c'est de n'aborder qu'une seule, d'appliquer un cours d'une seule notion. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand on prend un sujet de dissertation, on se dit, ah ben voilà, c'est la liberté. Et hop, je plaque mon cours sur la liberté. C'est ça le danger. Et, Ok. euh, et le problème, c'est que souvent, un sujet de dissertation, il fait dialoguer plusieurs notions, une notion principale et au moins deux autres notions secondaires, ou une notion secondaire. Et le but, c'est de faire dialoguer ces notions entre elles. Et c'est ça qui évite justement de plaquer un cours. Ok. Et bien entendu, il faut que ça suive le plan. Moi, j'ai une autre élève, là, elle n'arrive pas à comprendre que tout tourne autour de la problématique. Tout, absolument tout, dans le sujet de dissertation et dans le commentaire de texte, tout tourne autour de la problématique. C'est-à-dire que le cours vient obéir à la problématique. Le plan obéit à la problématique. C'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir poser un problème. Ok. D'accord. Euh, donc, pour revenir au texte, donc savoir ici quel est le thème. Bon, le texte, ça va être moins évident que la dissertation parce que ici, on va essentiellement se focaliser essentiellement sur un seul thème. Parfois, il peut y en avoir d'autres, mais bon, moi, si on prend, oui, si on prend le bonheur, par exemple, il y a un texte là, de Rousseau sur le bonheur, ou d'Épictète, une femme ouais, sur le bonheur. Et bon, c'est là, ça tourne essentiellement autour de la notion en question. Mais après, là encore une fois, c'est en analysant la problématique et le texte, est-ce qu'il y a un intérêt à discuter d'autres notions? Donc là, c'est à voir. Ok. Voir, in situ, je dirais. Euh, Ensuite, sur le texte, quelle est la thèse de l'auteur? Donc en deuxième point, le premier point, c'est le thème. Quel est le thème au programme? Et ensuite, la thèse de l'auteur, son opinion sur le sujet. Alors ici, il faut faire attention, c'est un texte qui est pris d'un ouvrage.
C'est-à-dire qu'il y a l'ouvrage, il obéit, enfin, l'ouvrage, il essaie de répondre à une question générale que se pose l'auteur, ou quelques questions d'ordre général que se pose l'auteur. Et le texte, il vient ici euh, apporter un peu plus d'éclaircissement à la réponse que se fait l'auteur sur la question générale de l'ouvrage. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et, le passage en question, il est là pour apporter un élément supplémentaire à une réflexion plus globale. D'accord? oui. Ça, il faut l'avoir en tête. Bon, même si là, on est déjà dans quelque chose de très particulier et assez compliqué euh, à élaborer lors d'une dissertation, ouais, dans une explication de texte. Et ensuite, tout simplement, enfin, oui, il nous reste encore quelques étapes. Dans l'étape suivante, c'est quelles sont les étapes de son argumentation. On a un texte et il y a plusieurs étapes d'argumentation. En- Entre deux ou quatre étapes. Généralement, on ne vous met pas un texte avec quatre étapes d'argumentation parce que sinon ça devient compliqué. Et ces étapes d'argumentation, ensuite, deviennent le plan de notre explication. Si le texte est divisé en deux, ben, on fera un plan en deux parties. Et si le texte il est divisé en trois étapes d'argumentation, ben, on fera un plan en trois parties. D'accord. Mais si on fait un plan en deux parties, alors à ce moment-là, à ton avis, comment va être constitué ton développement? Il y aura, enfin, comment tu vas avoir un grand 1, un grand 2, et ensuite, Trois sous-parties, chacun? oui, trois sous-parties. Un grand A, grand B, grand C, parce que sinon ce sera trop court. Oui. Et bien entendu, ensuite, c'est quelle est la question que se pose, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, mais quelle est la question que se pose l'auteur dans le passage concerné, et non pas euh, dans l'ouvrage, et pas euh, dans l'ouvrage en question. D'accord. Et ensuite, bien entendu, quelle est la réponse auquel il apporte à cette question. Et donc, l'explication est une étude linéaire de l'extrait, bon ça tu le sais. Euh, on va éviter, bon, ça on a fait. Alors, en ce qui concerne le texte, une fois qu'on a identifié la notion, ou éventuellement les notions au programme, euh, dans les lectures qui vont suivre, il faut essayer d'identifier ce qu'on pourrait appeler le travail conceptuel fait par l'auteur. C'est-à-dire essayer de surligner ou de mettre dans un tableau les définitions qu'il donne à chaque fois et éventuellement les distinctions qu'il y a entre les termes et les expressions. À un moment donné, il va affirmer des choses et ces affirmations, bah, ce seront plus ou moins des définitions qu'il va donner. D'accord. Et il va aussi établir des distinctions parce que pour pouvoir définir, pour pouvoir répondre à une problématique, il faut distinguer, discerner les choses entre elles. La sagesse, le sage, c'est celui qui sait discerner chaque chose de manière rationnelle et logique, en s'appuyant sur sa raison. Mais il passe aussi une partie de son temps à faire des distinctions entre les choses. Et du coup, par conséquent, il a élaboré aussi des catégories.
Euh, pour l'introduction, parce qu'ensuite le plan, on l'a déjà vu, mais pour l'introduction, on va avoir une première présentation euh, de l'ouvrage, de l'auteur, si on, enfin de l'ouvrage de- du texte, de l'ouvrage, si on connaît un peu l'ouvrage, de l'auteur, si on le connaît un peu. Mais on va avoir une première présentation de cet ouvrage, de ce texte, pardon, première présentation du texte, qui sera aussi euh, une brève explication, mais très brève, hein, c'est une explication en tant que présentation. Ensuite, une problématique qui va découler de cette première présentation et l'annonce du plan. Mais ça me paraît court, non? Non, parce que la présentation, parce qu'en fait, la définition et l'amorce qu'il y a dans des dissertations, c'est des choses qu'on va dire qu'on va regrouper un peu dans la présentation du texte. Ah, donc tout ce qu'on a dit là, par exemple, le Mais on va thème, pas, la thèse de l'auteur, on la met dans la présentation du texte? oui, 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 Ah, ok, ah, ok, ok. Ok, d'accord. Donc c'est bon, sur ça, c'est pas grave. on va faire une première présentation. Et c'est là où on va essayer de mettre en avant la question à laquelle se pose l'auteur, quelle est la thèse. Ça, on en discute en introduction. Et ensuite, on en répond en conclusion. Et bien entendu, ensuite, il y a la problématique à laquelle nous, on se pose sur cette analyse du texte. D'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans le travail d'analyse, en tout début de séance, euh, il faut vraiment réfléchir à la question que se pose l'auteur et qui souvent, elle n'est pas explicitement écrite dans le texte. Ça, ça peut être difficile parce que il répond à une question, mais cette question n'est pas explicite dans le texte. Ça arrive, D'accord. mais pas aussi souvent qu'on le croit. Ok. Et la conclusion, c'est la même chose que ce qu'on faisait pour la dissertation. Oui, 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 on va répondre à notre problématique et ensuite on va euh, faire un bilan. D'accord. Juste pour les étapes de paragraphe. Un paragraphe, ça j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Comment est constitué un paragraphe? Moi, enfin, bah, En d'abord, trois étapes normalement. ouais, j'annonce le grand axe dans un premier Ouais, temps. ouais, Je ouais. reviens à la ligne. En fait, je fais des alinéas. En fait, je fais deux alinéas. Deux alinéas. Non, pardon. Moi, je fais comme ça c'est clair parce que j'écris un peu gros. Donc, il faut que ce soit clair. Je fais quatre alinéas pour dans un premier temps. Deux alinéas. Je reviens à la ligne. Deux alinéas, mais toujours le même paragraphe. Du coup, je saute pas de ligne. Tout de prime abord, ou voilà. Mm. De prime abord, non, 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 non. Enfin, je dis l'argument que je souhaite Oui, développer. c'est l'argument, ça c'est le premier point. Et après, bah, retour à la ligne. Deuxième argument. Ensuite, après, je saute deux lignes à transition. Alors, là, là, tu me parles de comment est constitué un plan, une partie, une grande partie. Donc, tu vas donner tu vas parler donc du paragraphe A. Une fois que tu as fini le paragraphe A, tu vas aller à la ligne. Ça, d'accord? Ensuite, tu donnes ta transition, tu sautes une ligne et tu entames le grand A de la partie suivante. Mais maintenant, donc, tu as le grand 1, voilà. Ensuite, tu as, non, tu as ton tas là, hop.
mais le A, il obéit à trois étapes. Est-ce que ça, tu en as parlé ou pas? Non, il n'y a pas d'étape, non. Normalement, on a dû en parler. Le premier point, c'est une première thèse. Donc ça, c'est on va dire la thèse. Ici, là, hop. Le un, c'est la thèse. Ensuite, on va voir. Le, un, la thèse, voilà. Bon, après, je ne continuerai pas parce que ce sera la même chose. B, et ici, ce sera 1 et 2. Voilà. Voilà. Ici, ici, il y a trois étapes. Est-ce que tu te l'as parlé ou pas? Normalement, il a dû en parler, mais peut-être qu'il était allé Non. brièvement. Donc, tu annonces une première, on pourrait dire une première sous-thèse ou un argument. Donc, parler d'argument, c'est très bien. Ensuite, cet argument, donc ça, c'est normalement, ça doit prendre euh, une phrase, deux phrases, pas plus. Et tu présentes l'argument. Ouais. C'est un peu comme en introduction, tu présentes l'argument. Voilà ton argument, ta première sous-thèse. Ensuite, tu as une référence. Une référence, ça peut être euh, un exemple que tu vas donner, un exemple sérieux, soit je sais pas, de l'histoire, par exemple. Mais c'est aussi, normalement, ça va être ça, la plupart du temps, du moins, une référence philosophique. Donc, soit, je sais pas, Platon a dit ça, Descartes a dit ça, etc. Donc ça va être la référence. D'accord? Oui. Et ensuite, il y a l'explication. Est-ce il vous a énoncé ça comme ça ou pas? Non, non, Non? mais non, non. Mais c'est ce qu'on faisait, mais juste que l'on ne le faisait pas en trois étapes. Genre, en fait, je le faisais directement. Enfin, voilà, quoi. Il nous a pas dit qu'il y avait trois étapes claires. Il nous a juste dit, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Et donc, D'accord. Parce que ici, la référence, enfin, enfin, on va partir de l'explication. Elle est là pour expliquer, elle vient expliquer l'argument au travers de la référence. d'accord. Ok, mais Donc, ça, c'est comme pour la ici, dissertation. l'explication, c'est un argument mais un peu plus détaillé, mais on a besoin quand même d'une référence. Parce que si on n'a pas de référence, c'est comme si on ne faisait que parler, parler, parler. Mais c'est quoi les preuves? La référence, c'est un peu on va dire une preuve, entre guillemets. Une preuve ou du moins, oui, on va dire une preuve. Mais pas une preuve au sens scientifique du terme. On va prendre appui sur une référence sérieuse, Descartes, par exemple. Voilà, donc on va se servir des réflexions de Descartes pour expliquer l'argument. Voilà. Hmm, ok. Et bon, après, en sciences, dans les sciences dures, généralement, ça fonctionne aussi plus ou moins comme ça. Dans un texte scientifique, généralement, même dans un article de presse, c'est quelque chose au fond de très général, hein. On va d'abord annoncer ce dont on va parler, on va annoncer un argument. Ensuite, on va donner quelques références et on va expliquer. Ou alors, pendant qu'on donne des références, on explique en même temps. Bon, ça, c'est dans un article de presse, par exemple. Mais là, il faut que ce soit quand même bien structuré. Il ne faut pas, par exemple, parler de l'argument et ensuite faire étaler les références, donner que des références, des références, des références, et sans peu d'explications. Oui, oui. Moi, c'est ce que j'ai déjà vu dans des copies du bac blanc, des élèves qui multipliaient les références, mais très peu d'explications. Et une référence, ça n'explique rien du tout. Parce que tu peux dire tout et n'importe quoi d'une référence. Ok, d'accord. Par contre, pour le commentaire, c'est pas cette forme du tout, non? Alors, si, pour le commentaire, c'est la même chose. Le schéma, il est le même. C'est-à-dire qu'ici, la référence, c'est tout simplement le passage en question. Ah, ok, d'accord.
Mais là, encore une fois, on ne cite pas tout le passage. Moi, j'ai des élèves, et en fait, ils me recopient le texte. En fait, il est morcelé, mais le texte, il est recopié. Ok, Non, ouais. parce que le texte, on les a sous les yeux. C'est de ne prendre que les passages les plus importants. Mais il ne faut pas non plus prendre que quelques mots. C'est Oui, oui. le passage, voilà, le plus important. C'est pas, on n'est pas là non plus pour essayer de voir le juste milieu. Et Ok. l'explication de notre argument qui vient, donc l'explication qui vient expliquer l'argument à travers du passage. Impression. Du coup, quand on n'explique pas en mettant. Voilà, moi, ma question c'est, en commentaire, on n'utilise pas notre cours. On n'utilise pas notre cours. C'est ça Oui, j'ai pas entendu. oui, oui, on n'utilise pas notre cours. Ah bah si, c'est les références, quoi. Mais non, mais les références, c'est... Pour le texte, oui et non. Tu utilises, déjà en ce qui concerne le cours sur la méthodologie, bon ça oui. Mais ensuite, on va te donner un texte sur un auteur en particulier et un auteur au programme. Bon, généralement, c'est des auteurs qu'on voit assez souvent. Et par exemple, un auteur, admettons que tu as un texte sur Descartes, à un moment donné, il va parler d'une notion qui est au programme. D'accord? Et il faut quand même que tu te remémores cette notion au programme. Qu'est-ce qui a été dit dans le cours qui peut t'aider à comprendre le texte? Quels sont les passages du cours qui peuvent t'aider à comprendre le texte? Ça ne veut pas dire que tu vas appliquer un cours, mais il y a certains éléments clés dans le cours qui peuvent t'aider à essayer de comprendre ce qui est implicite. Qu'est-ce que Descartes cherche à dire dans ce passage-là? Qu'est-ce que dans le cours peut m'aider à justement à comprendre ça? D'accord. Ok. Euh, Parce que les notions que l'on voit tout au long de l'année, euh, les notions, elles sont abordées de différentes façons. Si on prend le cas de la religion, euh, on va aborder la religion d'un point de vue, on va dire, ce qu'elle a apporté à la société, comment elle s'est construite, et ensuite, d'un autre côté, on va voir quelles ont été les critiques à l'égard de la religion. Et Oui. sur un texte sur la religion, bah, il faut essayer de se remémorer le cours pour essayer de comprendre de quoi parle l'auteur. Ça peut nous aider. Oui. Après, bien entendu, il faut faire attention à parler dans le hors-sujet ou oui, dans le hors-sujet de parler de choses donc, qui n'ont rien à voir là dans le texte. Ok. Alors, on dit souvent que la connaissance de l'auteur n'est pas nécessaire pour l'explication de texte. Moi, je ne serais pas aussi affirmatif sur ce point-là, parce que la connaissance de l'auteur, elle aide beaucoup, beaucoup pour l'explication de texte. Ok, Moi, je l'ai ouais. compris à mes dépens. Connaître l'auteur, ça aide vraiment beaucoup. Après, bon, en terminale, on fait pas que de la philosophie, on a d'autres cours aussi. Mais bon, connaître les grands auteurs qui sont, enfin, les auteurs les plus vus en terminale, c'est quand même important. De quoi, qu'est-ce que Platon a dit, qu'est-ce que Descartes a dit, Aristote, etc. C'est un peu quand même important. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est clair. Alors, le problème, c'est que j'ai pas anticipé le, le texte, l'exercice de texte, et du coup, j'ai pas de texte à te partager. J'ai des textes, moi, sur ma tablette, parce que moi, je fonctionne avec une tablette, mais pas sur mon ordinateur. Alors, je sais pas si Vous j'ai pouvez me ça donner dans la mes... référence du test. C'est pas par exemple, on peut se dire, on peut faire un sujet qui est déjà tombé. Enfin, je sais pas, est-ce que ça vous chauffe? Euh, Et vous me dites tomber. Parce que le sujet, il faut que je les prépare, parce que après, je risque, bon, pas, je suis pas parfait, je risque de dire des bêtises, et, euh, et Bah, vous pouvez me donner la référence du texte, je chercherai le non, passage.
Oui, on va se débrouiller. Je vais juste voir le sujet en question. Alors, juste quelques secondes. Je regarde juste quelque chose. Oui, on va faire ce texte-là sur Rousseau. Texte de Rousseau sur le bonheur. Il faut juste que je regarde. Voilà, ça c'est Descartes. Hop, excuse-moi. C'est bizarre ça. Euh, désolé, hein, je regarde, je suis à la recherche de mon texte sur Rousseau. C'est bizarre que je le retrouve pas. Euh, mais sinon, on va prendre un autre texte, tant pis. Mais je vais aller sur les. Aller sur le bac blanc, on va faire ça. Ah, quoi que. Non, hop, on va faire ça. Bac blanc général, correction, bac blanc, ça c'est pas. Ça, c'est- Ah non. Ah, ah, ah. Il est où ce texte? Désolé, mais je trouve plus mes textes. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'avais pourtant tout préparé. Oh, mince, je comprends pas.
C'est incroyable. Voilà, je vais donner ça comme texte. Ok. Alors, non. Je suis désolé. Oh, mince. Ah, ce texte. Euh, En attendant, ce que je te propose, c'est que je te donne un sujet de dissertation. Et Dissertation. moi, oui, de dissertation. Et en attendant, je cherche le texte comme ça. On travaille un peu la dissertation et après, on travaille sur le texte. Ça te va? Ok, d'accord. Alors, le sujet, c'est la liberté est-elle une illusion? Je te laisse travailler dessus D'accord. le temps que je cherche mon texte et ensuite, on va corriger ça. Simplement, essaye de. Alors, un sujet de dissertation, donc essaye de voir quels sont les thèmes qui sont cachés. Et aussi, dans un sujet de dissertation, il faut voir quel est toujours le thème qui vient perturber, qui vient ici susciter des réflexions. Il y a toujours dans un sujet de dissertation un thème qui pose problème. Par D'accord. exemple, suis-je l'esclave de mon inconscient? Ici, le thème qui vient perturber, c'est esclave. D'accord? C'est le thème qui vient perturber ici. Et ici, c'est pareil. La liberté est-elle une illusion? Il y a toujours un thème qui vient perturber ici et voir quel est le terme qui vient perturber. Et c'est à D'accord. partir de là que on peut commencer à réfléchir sur la problématique. Ok. Donc, donner les définitions et ensuite réfléchir sur les termes en question et les notions.
Ah, voilà. Ah, voilà. C'est bon. Est-ce que je peux, dans un premier temps, dans la dissertation, commencer par définir le terme et après dire. Enfin, je peux commencer par la définition du terme et après faire l'amorce. Parce qu'en fait, l'amorce, j'aimerais bien. L'introduction, j'aimerais bien. La définition, j'aimerais bien la clore dans l'amorce, dans mon amorce. Euh, non, vaut mieux pas parce que justement, la présentation, bah, de toute façon, la présentation, il faut qu'elle soit brève. Ensuite, ça dépend comment la présentation est faite. Mais généralement, vaut mieux distinguer les deux. Enfin, fait, de toute façon, après, on verra. On verra. Mais après, bon, je te demande pas de faire une introduction, mais tout simplement de réfléchir au brouillon. Mais, oui, est-ce qu'après, je pourrais vous montrer mon introduction, une introduction que j'ai faite en contrôle et bah, j'ai une mauvaise note pour ce que j'ai fait parce que franchement, l'introduction, il a dit qu'elle n'était pas très bien alors que franchement, pour moi, elle était. Enfin, je suis sortie du devoir très confiante, quoi. Ah, J'aimerais bien savoir, avoir une autre perspective sur cette note. oui, je t'ai envoyé le texte de Rousseau sur WhatsApp. Super, merci. On l'étudiera tout à l'heure.
On va corriger le, l'exercice, comme ça, après on passe au texte. Mais j'ai pas fait grand-chose là. Hein. Vraiment. Non, mais de toute façon, là, c'était juste pour s'entraîner un tout petit peu. Mais les exercices qu'on fera de dissertation, même de commentaire de texte, ils prendront beaucoup plus de temps. Ce sera, ce sera, ça fonctionnera par étapes. Là, c'était juste pour travailler un peu sur la dissertation, le temps que je trouve le texte. Alors, bah, vas-y, dis-moi ce que t'as fait. Mais en fait, j'ai que posé. En fait, j'ai posé les thèmes. Hmm. Donc, moi, je voulais parler Ouais, tout mais, non, mais c'est très bien, comme ça, la prochaine fois, on retravaillera dessus. C'est très bien. Vas-y, dis-moi. sur l'État, la liberté. Pardon? L'État et la liberté. Euh, oui, et quel est le thème principal ici, du coup? Et ici, la liberté. Oui, la liberté. L'État, oui, ça dépend comment c'est construit, mais oui, pourquoi pas. Après, il y a des désirs, après, il y a des thèmes qui peuvent être hors sujet, mais là, ça dépend. Si on parle de l'État, il faut que ça soit dans un court paragraphe. Faut pas que ça soit dans tout le devoir. Le rapport entre Non. liberté et État. Oui, oui, Parce que oui, là, j'aurais. c'est là où il y a le risque de hors-sujet. Ok. D'accord? Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Bon, là, j'avais commencé par rédiger mon intro, en fait. Oui? Ah, d'accord. Donc, j'allais dire au début que la liberté dans son action, dans euh, dans son acceptation la plus courante correspond au principe que nos actes et notre volonté ne sont pas soumis aux lois de la nature, ni à la nécessité dont elles découlent. Cependant, euh, ce terme peut porter à confusion et est souvent au cœur des conflits. Comment et au cœur des conflits, parce que j'écris vite, je n'ai pas très bien écrit. Euh, Ah mais, ok, attendez. Mais, car chacun pense y aspirer euh, ou l'exercer, mais sait-on réellement ce que cela signifie? Euh, et voilà. Oui. Mais là, il faut faire attention à ne pas faire un cours que sur la liberté. Enfin, un devoir que sur la liberté. C'est liberté et illusion. Alors, oui, ton amorce commence à être intéressante, mais voilà, après, il faut faire attention à ne pas parler que de liberté. C'est souvent en introduction, tout de suite en introduction, même quand on définit, il faut aussi voir le rapport qu'il y a entre les deux. Après, bon, c'est plus dans la problématique, mais dans, 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 dans le problème, quand on va commencer à problématiser et ensuite à faire la problématique, là, on va voir le rapport entre les deux. Mais voilà, je dis ça comme indication. Ok. Bon, de toute façon, on reviendra dessus la prochaine fois. Mais juste une chose, il faut pas commencer tout de suite à rédiger une introduction. Euh, Moi, mon but ici, c'était surtout donc de réfléchir sur les notions en question, de voir donc quelles sont les notions, quel est le terme ici qui vient perturber, ensuite de voir comment on peut construire une problématique après avoir défini tout ça. Et donc, du coup, c'est d'abord de faire le brouillon. Le brouillon, c'est d'abord, c'est la première étape. La rédaction de l'introduction, ça vient après, bien après. C'est au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, quand on commence à rédiger l'introduction. Enfin, une demi-heure, c'est un peu court, au bout de trois quarts d'heure. Est-ce que tu as le texte avec toi de Rousseau? Oui, c'est bon.
Donc ici, je vais revenir où j'étais. Euh, ici, il y a des choses qui sont surlignées dans ce texte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de surligner ce qui est les définitions et les termes qui nous semblent, nous paraissent nous en opposition. Euh, Ici, le bonheur est un état permanent. Donc là, il donne une définition, une première définition aussi. Euh, alors que sur Terre, euh, alors que un état permanent qui s'oppose ici à l'affirmation qu'il donne tout de suite après, que rien sur Terre ne peut prendre une forme constante. Que rien ne peut perdurer de manière permanente. Donc Mhm. ici, on voit déjà une contradiction entre le bonheur pour Rousseau, qui est conçu comme quelque chose de permanent, comme un état permanent, qui peut être un état permanent, face aux choses fluctuantes de la vie de tous les jours, enfin, de la vie, enfin, des choses terrestres et de notre vie sur cette terre. Donc tu vois, c'est ça ce genre de contradiction qu'on peut identifier. Oui, ok, Tu vois, c'est ça. Euh, du coup, je vais te laisser lire le texte d'accord. et tu vas essayer de mettre les termes qui te semblent compliqués de côté, les expressions qui sont compliquées. Euh, et ensuite, on réfléchit ensemble. On va. Et ensuite, oui, une fois que tu as fini, on voit ça ensemble. Donc, je te D'accord. laisse 5 minutes. Oui. 5 minutes et on voit ça.
J'ai fini de le lire. Oui. Oui. Est-ce que, bon, normalement, c'est un texte quand même assez simple. Est-ce qu'il y a des remarques à faire ou des choses que tu n'as pas comprises? Ça va. Il n'est pas très compliqué. Euh, d'accord, on va le voir ensemble. Mais si je peux dire un truc, c'est que vous aviez raison par rapport au fait que si on connaît un... Enfin, que c'est bien de connaître l'auteur. Parce que Rousseau, on avait vu qu'avec le bonheur, pour lui, entre guillemets, le bonheur n'était pas... Enfin, nous, on l'avait vu dans... On avait fait plusieurs axes. Et nous, c'était dans le bonheur impossible, on avait mis Rousseau. Et euh, bah, du fait... On avait aussi étudié la nouvelle Héloïse, il me semble. Oui. Et du fait que, bah... Enfin, même lorsque... Justement, quand bah, l'être humain bah, avait tout ce qu'il souhaitait... euh, En fait, même si elle n'avait aucun problème de santé, elle manquait de rien. Elle avait tout le temps, elle avait tout le temps ce sentiment euh, L'insatisfaction. oui, d'insatisfaction, d'ennui, et que finalement, en fait, pour Rousseau, le véritable bonheur, il se retrouve dans, enfin, il se trouve dans la recherche de celui-ci et dans l'expérience même, justement, voilà, du Oui. désir. Oui, en fait, ça rejoint un peu ce que diront des auteurs plus tard, comme Schopenhauer ou même peut-être moindre mesure Freud, comme quoi, ou même des auteurs, ou même les stoïciens, ils nous disaient que le bonheur, il faut qu'il soit la recherche enfin, il faut toujours être mesuré dans ses désirs, dans ses plaisirs, parce que un plaisir euh, qui n'est pas contrôlé est un plaisir qui devient insatiable et un plaisir qui sera toujours, qui appelle un autre désir, désir toujours insatisfait. Et les plaisirs que l'on connaît au quotidien, il faut savoir se mesurer, il faut savoir mesurer dans ces plaisirs parce que sinon on tombe justement dans une quête du bonheur qui est impossible qui est dans une quête impossible du bonheur. Et Mm. justement, pour les stoïciens, le bonheur se trouve aussi dans la mesure de toute chose, dans la tempérance de toute chose. Et donc oui, il y a cette idée que un désir, il y a ce risque d'être insatisfait Mm. et qu'au fond, on ne se contente pas de ce qu'on a et qu'on veut toujours plus. Et Schopenhauer, lui, il donnera euh, il donnera quelque chose d'un peu plus, enfin, il donnera une réflexion un peu plus particulière et approfondie dans le sens où quand on souhaite le bonheur, on ne l'a pas, mais une fois, enfin, quand on souhaite le bonheur, on est insatisfait parce il n'arrive, enfin, quand on désire quelque chose, on est insatisfait parce qu'il n'arrive pas, et une fois qu'il arrive, on tombe dans l'ennui. On tombe dans l'ennui et on cherche un autre désir. Bon, je ne m'étale pas là-dessus parce que là, on est sur un autre auteur, mais pour revenir ici à Rousseau, euh, donc la première phase de bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour les hommes, pour l'homme. Donc tout d'abord, bon, ben, ici il nous dit que le bonheur euh, est un état permanent face, qui est un état de quelque chose de continuel face à l'impermanence euh, et à tout ce qui change, à toute euh, à cette vie humaine qui est faite de changements continuels. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il dit de flux continuel, c'est parce qu'en fait, tout change continuellement et on a l'impression qu'il y a une forme d'instabilité euh, dans la vie, euh, dans la vie humaine. Et donc, on a aussi cette impression que cette instabilité ben, ne permet pas de prendre de forme constante. C'est pour ça qu'il dit, et ça, c'est l'un des passages clés ici du texte, c'est que tout change autour de nous. Voilà. Là, je suis en train de donner des réponses parce qu'après, j'aimerais que tu travailles sur, sur la problématique. Donc, tout simplement,
On va le lire, on va juste le lire. Nous changeons nous-mêmes et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui, toujours dans ce thème-là. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient, gardons-nous de l'éloigner par notre faute, mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. J'ai peu vu d'hommes heureux, peut-être point, mais j'ai souvent vu des cœurs contents. Et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Je crois que c'est une suite naturelle du pouvoir des sensations sur mes sentiments internes. Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête et tous les cœurs s'épanouir au rayon expansif du plaisir qui passe rapidement mais vivement à travers les nuages de la vie. Alors ça rejoint en partie ce que tu disais tout à l'heure. J'ai en partie parce qu'au fond, il nous dit quand même, profitant du contentement de l'esprit quand il vient. C'est-à-dire au moment où il arrive, il faut savoir profiter aussi de ces moments de plaisir, de ces moments de bonheur. Et penser, en fait, passer son temps à rêver, c'est ça en fait, hein. Des projets de félicité, c'est on passe beaucoup de temps à rêver en fait. C'est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter. Non, bien au contraire, mais tout simplement, il faut se projeter, mais gardons les pieds sur terre. Donc, n'essayons pas d'imaginer des choses qui ne sont pas encore produites. D'accord. Ok. Euh, alors, juste une brève définition du bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi les définitions que vous en avez eues en cours? C'était un état de satisfaction totale et durable, euh, qui suppose une stabilité que ce soit dans le temps et enfin, voilà, durant une certaine période dans le temps où l'individu se sent comblé, que ce soit dans différents domaines, dans un ou plusieurs domaines, quoi. Hmm. Bon, non, Alors, différents aspects de sa vie. alors total, en fait, ça dépend. Ici, il faudrait voir le bonheur sous plusieurs angles et en donnant plusieurs degrés d'interprétation. On aurait un bonheur qu'on pourrait qualifier de permanent et du coup parfait, qui serait plus un bonheur qui se rapprocherait peut-être de quelque chose de divin, de quelque chose d'un au-delà, au-delà spirituel, divin, et un bonheur qui se rapprocherait plus d'une satisfaction personnelle, si on se reprend encore notre texte. Et alors à ce moment-là, cette satisfaction, elle dure un certain temps, à un moment donné. Mais à ce moment-là, est-ce qu'une satisfaction, c'est un bonheur? Là, c'est une des questions que l'on peut intégrer à un cours sur le bonheur. Mais le bonheur, à son origine, c'est quelque chose qui désignait la bonne fortune, une chance favorable ou une occasion propice, un événement propre à apporter quelque satisfaction. Mais ça peut être aussi un- une satisfaction ou un plaisir qui a été euh, qui est apporté suite à une habilité particulière. On a fait quelque chose pour faire en sorte que ce bonheur, cette satisfaction apparaisse. C'est par exemple le fait de prévoir un voyage de vacances. On a prévu ça, on a mis de l'argent de côté. Cette habilité, par exemple, à prévoir le voyage, à faire en sorte que ça se passe bien, etc.
Ensuite, une autre définition, on pourrait dire que c'est un état Ouais. essentiellement moral, at- atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans les possibles. Euh, Ici, en d'autres termes, c'est un état personnel, un état euh, sentimental, euh, donc qui se sera essentiellement moral. Donc, c'est un état qui a été, qui est éprouvé, enfin, éprouvé, ressenti plutôt, ressenti par l'homme quand il se sent satisfait de quelque chose qui lui arrive. Quelque chose qui lui arrive, soit parce qu'il l'a provoqué, ou soit parce que c'est, entre parenthèses, entre guillemets, la chance qui lui tombe dessus. Par exemple, tu gagnes au loto, voilà, tu es dans un état joyeux, on pourrait dire peut-être une forme de bonheur, en tout cas, ou grande satisfaction. Voilà, c'est un état que tu atteins parce qu'il y a certaines conditions qui émergent à, à un moment donné. Ok. Alors après, ensuite, dans le texte de Rousseau, il faut quand même faire la différence entre bonheur et contentement. Il parle de contentement. Ici, on sous-entend dans le texte de Rousseau qu'il y a quand même une différence de degré entre les deux. Ici, le contentement, c'est simplement une action de contenter un besoin ou un désir particulier. Donc, c'est un sentiment donc, intérieur comme le bonheur, mais où on a un sentiment de quelque chose qui est comblé à l'intérieur, enfin, un sentiment d'un désir comblé intérieurement. C'est par un événement ou causé par un événement agréable. La naissance d'un enfant, par exemple. Ok. Voilà, la naissance d'un enfant, c'est pas juste un contentement. Parce que, tu vois, je suis content. Non, c'est pas juste ça. Alors là, c'est quand même un état bien supérieur. Mais par exemple, je sais pas, un enfant à qui on lui donne des bonbons, ben, il est Ouais. content. Ça va pas durer toute la journée, mais à un moment donné, voilà, il est pendant cette période-là où il va manger ses bonbons, il est content. Euh, on- Je vais te laisser trouver une problématique J'en avec ai ce une, qu'on vient de mais... dire et sur le texte. Pardon? Pardon? Je vais te laisser trouver une problématique pendant quelques minutes. Tu vas essayer de réfléchir à une problématique sur le texte, sur quelle est la question que se pose ici l'auteur. Et enfin, une problématique sur la question qui se pose et, et voilà sur ce qu'on vient de dire. Et c'est pour ça que c'est important de faire les différences, les oppositions qu'il y a dans le texte. Il y a des oppositions dans le texte, et c'est parce qu'on met en avant ces oppositions, qu'on relève ces oppositions et les définitions qu'on peut ensuite voir, voir apparaître une problématique. Je te laisse. En fait, j'ai déjà une idée de problématique, mais je sais pas, je trouve ça un peu trop global. Ah, bah, vas-y, dis-moi. Le bonheur est-il véritablement atteignable? Euh, Ouais, c'est un peu trop général. Ouais, c'est général. Ok. Parce que il ne dit pas non, tout dépend de ce qu'on entend par bonheur. Alors, moi, ma problématique, elle va un peu dans ce sens-là, mais il faudrait donner un peu plus, il faudrait que la problématique elle soit un peu plus longue ou donner d'autres éléments. Tu peux partir sur cette problématique-là, mais il faut la construire encore un peu plus.
D'accord. Je te laisse 5 minutes. D'accord. Est-ce que je peux dire pour Rousseau, par Non, exemple? parce que c'est pas suffisant. Il Non, faut. non, je sais. Mais est-ce que dans la problématique, je peux dire pour Rousseau? Tu vois, Ah, par mais de toute exemple. façon, c'est pour Rousseau. Dans le texte, c'est obligatoirement Rousseau, puisque on parle de son texte ici. D'accord. De toute façon, le commentaire, le texte, il est là, on parle du texte. L'essentiel, c'est de parler du texte. Il faut pas qu'en fait, ça, c'est un des problèmes que j'ai rencontré aussi dans une des copies, dans des copies, c'est que le texte devient un peu un faire-valoir pour parler d'autre chose. C'est-à-dire on va se servir du texte pour parler d'autre chose. Et là, on part un peu dans le hors-sujet et surtout, on dénigre un peu le texte. Donc, il faut revenir toujours sur le texte, même si, il y a d'autres éléments qui sont extérieurs au texte, qu'on trouve pertinents pour parler du texte. On peut les utiliser, mais il ne faut pas que ces éléments deviennent plus importants que le texte lui-même. Voilà, Et- je ferme la parenthèse. Je te laisse les 5 minutes jusqu'à -3. -3, à 53.
Est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux que je te laisse encore une minute, deux minutes? C'est bon, j'ai trouvé. D'accord. Alors, ok. Euh, L'homme peut-il véritablement atteindre le bonheur? Et qu'est-il vraiment? Et pardon? Et qu'est-il C'est vraiment? quoi? Qu'est-il vraiment? Qu'est-il véritablement? Le bonheur. Oui. Ok. Voilà. Parce qu'il faut, là, il faut préciser qu'est-il vraiment. Après, cette deuxième question, elle n'est pas nécessaire parce que ça n'apporte rien à la réflexion, c'est trop général. Ok. Euh, Est-ce que tu peux me répéter la question? L'homme peut-il véritablement atteindre le bonheur? Euh, Peut-il véritablement? Alors là, le véritablement, il véritablement atteindre le bonheur. Ouais, bah, en fait, ça rejoint un peu la définition que tu avais donnée au début. Euh, il faudrait mettre ici en parallèle le bonheur et l'instabilité, euh, euh, de nos désirs sur Terre. C'est ça, en fait, qui doit ressortir dans la problématique. Par exemple, moi, ma problématique, c'est l'homme peut-il être heureux étant donné la réalité instable de notre monde? Bon, on pourrait étayer un peu plus cette problématique, mais voilà le sens, quoi. Il faut ici mettre en opposition ce que fait Rousseau entre le bonheur d'un côté, un bonheur stable, permanent, et, euh, quelque chose qui change continuellement, Mm. et une vie humaine qui est faite de changements et d'instabilité. Est-ce que c'est possible? Si oui, comment ça se passe? Sinon, que faut-il faire? Voilà un peu la réflexion ici de la problématique. Ok. Euh, Je reviens sur le texte. Ici, en fait, le début du texte nous donne déjà les éléments clés. Euh, En fait, les deux éléments ici importants à retenir, c'est le bonheur est un état permanent. Ça, c'est tout de suite, nous, Rousseau, il est franc avec nous, quoi. Voilà, le bonheur, c'est un état permanent. Point. Et ensuite, euh, deux lignes plus loin, tout change autour de nous. Mm. Et juste avant, rien, il n'y a rien dans ce monde qui ne permet il y a rien il y a- y a rien qui permet d'avoir une forme constante. Rien ne permet d'avoir une forme constante, ça s'oppose à un état permanent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour la problématique. C'est-à-dire, bah, on a un bonheur, mais ce bonheur, vu qu'il est permanent, est-ce qu'on peut réellement espérer un bonheur si bas, vu que tout change autour de nous? Et c'est pas possible, si c'est pas possible, alors là, quelle est l'autre question qui pourrait nous venir à l'esprit? Si aucun bonheur, rien n'est possible pour l'homme si bas, quel est l'autre problème auquel on pourrait être confronté, que Rousseau va y résoudre? Euh, Imagine, dans ta vie, tu n'as aucun plaisir, aucun désir. Il n'y a rien. Il y a juste des changements. Que des changements, et tout est instable. Et tu ne connais aucun bonheur, aucun plaisir, rien. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, comment je pourrais accéder à enfin, à ce bonheur, à cette stabilité? Ben, en fait, ici, c'est plus dire, on pourrait même se limite être tombé dans le fatalisme et se dire, bah, à quoi bon vivre? Ça sert à quoi de vivre si Mm. il n'y a aucun bonheur, en fait. Si tout D'accord. est instable, pourquoi, pourquoi ne pas se suicider, quoi? Tu vois? Et quelle est la réponse, du coup, que Rousseau apporte à ça?
à cette objection qu'on prolifère. Hmm. S'il n'y a pas de bonheur, bah, pourquoi je me suiciderais pas alors? Si tout change. Comment il répond, lui, à ça? Ça, il le dit, hein, deux lignes après, tout change autour de nous. Deux lignes après. Là, il dit quelque chose qui va répondre à cette question. De vivre la vie au jour le jour. Enfin, de Oui, pas, enfin, au jour le jour, non, mais plutôt profitons du contentement d'esprit quand il vient. oui, de ne pas penser à Voilà, ce c'est qui vient. ça. Voilà. Mais et qu'est-ce qu'il dit pas, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il nous dit, euh, mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner vis-à-vis de ce contentement quand il vient. Bah, on doit pas se presser. En fait, on doit profiter du moment venu et ne pas, euh, et ne pas justement vouloir que être heureux, enfin, ne pas être heureux. Enfin, trop compliqué. Faut pouvoir accepter qu'on ne peut Mhm. pas Oui. être heureux tout le temps. Au sens Oui, où, c'est ça, c'est ne pas absolument garder cet état de contentement tout le temps. Enfin, contentement, c'est pas essayer absolument de le faire perdurer. C'est dès qu'il survient, en profiter et être conscient qu'à un moment donné, ça va disparaître. Être conscient de ça. Et c'est comme ça que nous pouvons justement réduire aussi notre état de souffrance, c'est parce que nous ne faisons rien pour essayer de l'enchaîner. Dès que nous essayons d'enchaîner cet état de contentement, alors il risque de non seulement de se terminer plus tôt, mais en plus on risque de tomber dans l'insatisfaction. ok. Ah, il est déjà 17 heures. Bon, on continuera sur ça la prochaine fois. On fera le plan. On retravaillera dessus, on fera un plan. Et après, moi, je te propose d'alterner entre euh, dissertation et texte. Ok. Enfin, texte, dissertation, on alterne comme ça, on voit les deux. Ou peut-être qu'on verra un autre sujet enfin, un autre texte la semaine prochaine. Et après, on alternera. Ok, mais enfin, dissertation, je suis vraiment pas sûre de prendre, quoi, parce que Ouais, je sais pas. Moi, je d'accord. suis pas encore sûre de ce que je veux prendre. Donc, Ok. Bon, on moi, peut travailler encore deux textes après celui-ci. Et après, tu vois. ouais, faut euh, que je réfléchisse un peu, parce que même avec mes SP, j'ai pas. Non, non. Bon, je verrai, je vous tiendrai au courant de toute manière. Ça marche, ok. Super, Bah, écoute, merci. je te remercie et Merci je à te vous. souhaite une bonne soirée. Et quand le prochain, c'est le 29. C'est Oula, 29, même jour. dans Ok, dans une semaine. Ouais, c'est ça, dans une semaine. Ah, dans une semaine alors. ok, super, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.